Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous reprenons ce temps d'échange que nous appelons l'heure citoyenne à 19h30, qui est placé dans une suspension du conseil municipal qui a débuté à 18h et qui reprendra à 20h30. Donc nous avons 1 heure devant nous pour discuter. C'est l'objectif de cette heure citoyenne. Pour chaque conseil municipal, nous avons 1 heure citoyenne sur différents sujets. Et l'heure citoyenne de ce lundi 1er février va porter sur le projet d'aménagement du nouveau quartier de l'ex-site Steiner, dit localement PLM, et qui se situe au carrefour de l'avenue de Verdun et du Vercors. Donc, je vais d'abord accueillir tous ceux qui nous rejoignent juste et qui nous ont pas et leur souhaiter une très bonne année, même si nous sommes le 1er février, il est quand même pas encore trop tard pour toutes les Mélanaises et tous les Mélanais, une très bonne année à vous tous. Et en espérant que les heures citoyennes pourront se dérouler dans la salle du conseil municipal, même si nous continuerons bien sûr, au-delà de cette phase Covid, à les retransmettre en direct sur YouTube pour que les gens qui ne peuvent pas se déplacer puissent aussi participer à la vie citoyenne de notre commune. Donc l'heure citoyenne, pour commencer, c'est 1 heure de discussion et d'échange. Donc voilà, elle aura lieu à chaque conseil municipal. Donc vous pouvez suivre cette émission sur la radio, sur la chaîne YouTube de la ville, et elle est aussi enregistrée. Et donc pour ceux qui ne pourraient pas la suivre, ils peuvent toujours revenir sur la chaîne YouTube de la ville et la réécouter. Voilà. Cette heure citoyenne, comme je l'ai dit, est 1 heure d'échange, donc c'est important d'interagir. Vous pouvez interagir soit dans le chat YouTube de la chaîne YouTube de la ville, soit aussi en téléphonant au 04 76 41 69 75. Je répète, 04 76 41 69 75, où vous pourrez poser vos questions oralement. Et elles seront retranscrites dans le chat ou posées directement oralement à un conseiller ou à un intervenant. Bien sûr, tout est possible, avis, commentaires, questions, voilà. Donc, laissez-moi maintenant introduire le sujet de ce soir, avant de laisser la parole à Antoine Jam, maire adjoint en délégation à l'urbanisme. Donc, sur PLM, juste un rappel, c'est un projet ancien dont nous avons hérité en arrivant et pour lequel nous avons travaillé beaucoup depuis le début de ce mandat. Ce projet a commencé en 2012 avec la vente du site par l'entreprise Schneider à une filiale d'un promoteur immobilier local. Rappelons juste que Madame Tardy, l'ancienne maire, n'avait pas voulu utiliser le droit de préemption communal qui existait à l'époque. Et donc, effectivement, ce qui affaiblit effectivement le poids de la commune dans ce projet et l'interaction possible de la commune dans ce projet. Donc, depuis notre arrivée, nous souhaitons qu'il profite à tous les Mélanais et qu'il corresponde aux exigences que nous avons eues pendant la campagne et que campagne électorale qui nous a élus, qui nous a permis d'être élus, et puis aussi toute l'exigence que nous avons eue aussi à travers le PLUI dans l'OAP paysage, et en particulier pour notre ville et pour ce secteur de la notion de ville-parc. Donc c'est un projet de 500 logements supplémentaires dans la ville. Ce n'est pas anodin du tout pour la commune, hein. C'est beaucoup de logements, donc ça a un certain poids. Il n'est pas non plus dans le territoire métropolitain, puisque c'est un projet emblématique, comme je l'ai dit, pour le nouveau PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal, comme pour celui de la commune et de la métropole. Donc c'est pour ça que nous sommes particulièrement attachés et attentionnés sur ce projet et que nous sommes en discussion avec les promoteurs. Et donc, nous sommes actuellement en train de travailler sur la finalisation du projet et nous avons demandé aux promoteurs de venir nous faire une présentation et puis aux élus en charge de se présenter, de répondre à vos questions, vos commentaires, alors qu'un nouveau permis de construire est en cours d'instruction suite au refus du premier permis de construire l'automne dernier. Voilà Antoine pour une brève introduction.
je te laisse, je te laisse la parole pour, ou je sais pas, oui. Okay. Eh bien, je vais prendre la suite. Donc, on va passer donc au slide suivant. Voilà, donc vous repérez le site avec l'avenue de Verdun qui se trouve en diagonale sur la partie haute et sur la partie, si vous avez l'avenue du Vercors qui fait un grand virage. Eh bien, le site Paul-Louis Merlin, c'est celui qui est entouré par le grand, je veux dire, carré blanc. Voilà, donc ça, c'est le site actuel, une vue prise il y a quelques temps. Donc, je passe au slide suivant, juste pour préciser un peu le contexte, mais très rapidement. Donc, la vente du site PLM par Schneider Electric à la foncière d'investissement de participation en 2013. Il y a une concertation qui a été menée avec les habitants, qui a été menée par le promoteur à la demande de Grenoble-Alpes Métropole, qui a permis de faire un plan de masse dont les promoteurs vont vous faire une petite présentation tout à l'heure et qui a permis à la métropole en 2017 de prendre une décision d'inscrire ce projet dans le cadre du PLU intercommunal qui a été rendu exécutable à partir du mois de janvier 2020. Donc on passe au slide suivant. Voilà, donc l'année 2020 a été riche puisque donc à partir du mois de janvier, le PLUI est devenu opérationnel et il classe à peu près 5 hectares sur les 7 hectares et demi en zone habitat. La partie sud que vous avez vue sur la photo reste en zone économique. Au mois de juillet, donc l'équipe de promoteurs a déposé un premier permis de construire et l'équipe actuelle a refusé ce permis de construire au mois d'octobre dernier. D'abord parce qu'il y avait des éléments qui pour nous n'étaient pas réglementaires et d'autre part nous avons à cette époque-là, suite au refus, précisé nos demandes en matière architecturale, sociale et environnementale. Donc, au mois de novembre, nous nous sommes rencontrés avec l'équipe de promoteurs pour travailler sur ces demandes en vue de faire un projet modificatif. Nous avons également, au mois de novembre, présenté le projet initial à la commission extra-municipale qui a formulé un certain nombre d'avis. Et le promoteur, enfin, au mois de novembre, a déposé un nouveau permis de construire qui a déjà intégré certaines des demandes que nous avions formulées. Donc, on va passer au slide suivant. Donc aujourd'hui, où en sommes-nous? Donc la semaine dernière en particulier, nous avons eu 2 réunions de travail importantes pour travailler entre la ville, les services et les élus et les promoteurs pour voir comment nos demandes allaient pouvoir être prises en compte par l'équipe de promoteurs. Donc, ces demandes, nous vous en ferons une petite synthèse après la présentation par les promoteurs qui va venir tout de suite. Donc, pour vous donner des éléments les derniers éléments de timing, la date limite pour la commune pour instruire le permis de construire qui a été déposé par les promoteurs est le mois d'avril 2021. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction, donc c'est le contexte. Maintenant, je vais laisser donc l'équipe de promoteurs d'abord se présenter et nous présenter en une dizaine de minutes le projet. Monsieur Samuel, je vous laisse prendre la parole. Donc, vous réactivez votre micro. Bon, bonjour à tous. Nous sommes présents ici pour vous présenter le projet. Nous avons autour de la table ici l'équipe projet qui est représentée par moi, Olivier Claret, pour la société Codeville Filtre, qui est propriétaire du site depuis 2013. Et nous sommes non pas promoteurs mais aménageurs, petite précision à noter. Les 2 opérateurs qui vont construire sur ce site sont Grenoble Habitat et Cogedim, représentés ce soir pour Grenoble Habitat, Bruno Renfeld, et pour Altara Cogedim, Olivier Samuel. On vous rappelle que le cabinet qui avait été désigné pour travailler sur ce projet important est le cabinet Groupe 6, qui était une vraie référence sur notre agglomération. Donc ce projet, Monsieur le maire et Monsieur Jeanne l'ont déjà précisé, c'est un projet qui est ancien,
Le tellement a été acheté par notre structure FRIP en 2013, au groupe Schneider, qui a décidé donc de se séparer de ce site pour se recentrer sur la presqu'île de Grenoble, ce qui est chose faite depuis la fin 2020. Le site est désormais libre. Bien évidemment, nous n'avons pas attendu le départ de Schneider pour réfléchir à la requalification de ce site, et c'est quelque chose qui a été fait de concert avec la mairie de Mélan, avec les différentes équipes municipales en place au fil des années, et également, bien évidemment, avec la métro. En 2016 et 2017, pendant une année et demie, on a organisé une concertation publique autour de 8 réunions publiques qui ont abouti donc à un principe d'aménagement, principe de plan masse qu'on va retrouver aujourd'hui dans notre projet. Une fois que cette concertation a abouti, donc elle a fait l'objet d'une délibération en conseil métropolitain qui validait les principes de la concertation publique. Et les principes de ce projet ont été retranscrits dans le cadre du PLUI. Nous avons travaillé, nous, équipe projet, avec la métro et les services de la mairie pour rédiger le nouveau cadre réglementaire qui s'applique sur ce tellement, donc l'OAP-PLM, qui en fait a figé toutes les règles sur ce tellement. Donc les règles du jeu qui ont été posées à cette occasion dans le cadre du PLUI, nous les avons strictement appliquées, et c'était en fait en ligne directe, en phase vraiment avec l'idée de la concertation et du projet qui avait été à l'époque, qui avait fait à l'époque consensus. Donc pour ce projet, on voit ici la programmation. Peut-être avant, merci. Pour rappeler dans les grandes lignes, ce programme, il est assis sur un tellement de 48 000 m², donc 4 hectares 8, c'est un tellement qui est important pour la commune de Mélan, important également pour les aménageurs et promoteurs. On travaille rarement sur des terrains aussi importants et aussi qualitatifs que celui-ci. C'est un terrain qu'on qualifie d'exceptionnel par rapport à sa richesse paysagère, et c'est quelque chose qui nous a vraiment tenu tout le long de ce projet. Je sais qu'il est sensible à tous les Mélanais et à la mairie de Mélan, mais ça faisait partie pour nous également de nos préoccupations premières, c'est de conserver vraiment la beauté du site et de venir inscrire dans ce cadre-là nos bâtiments. Donc un terrain important dans lequel on va construire 11 bâtiments, plus une conciergerie. Les bâtiments vont recevoir un peu plus de 500 logements, avec une répartition entre des logements en accession à la propriété et des logements locatifs sociaux. Vous avez 35% de logements sociaux qui sont prévus dans cette opération, qui est conforme au texte du PLUI. Voilà. On a un bâtiment d'accueil qui est prévu dans cette opération, qui est important également pour nous. Une opération de cette ampleur ne peut pas ne pas avoir une conciergerie, un bâtiment d'accueil qui permet le lien social, un lieu intergénérationnel qui est vraiment souhaité par tous. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a travaillé, qui mériterait encore d'être travaillé, abouti, parce que quand on aura cette petite maison qui va faire ce lien social, il faudra évidemment l'animer entre les usagers et les habitants du site PLM, mais aussi les riverains, les associations de quartier, pourront vraiment profiter de ce lieu pour pouvoir le dynamiser. Ça, c'est important, et on y tenait depuis le début, et on l'a intégré évidemment logiquement dans ce projet. Plus techniquement, voilà, la surface de plancher qui va être construite est de 34 000 m², c'est conforme à la densité minimale que nous impose le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. On est si on veut parler de coefficient à 0,70, 0,71 à peu près, c'est un minimum qui est imposé, donc on s'inscrit clairement dans les règles du jeu qui sont posées par le PLUI. On a aussi des chiffres qui sont importants, parce que c'est revenu pas mal dans les retours qu'on a eu de la commission extra-municipale. En termes de nombre de stationnements, le PLUI impose pour une opération de cette ampleur-là 380 000 stationnements. On n'a pas doublé, mais presque, on est à 610 stationnements, dont 215 qui sont en extérieur. Et sur ces extérieurs-là, on a pratiquement 181 stationnements qui sont libres, non affectés, qui permettra justement un foisonnement et qui permettra justement aux invités, également aux habitants, de pouvoir se garer sans difficulté et sans aller phagocyter les stationnements périphériques. Ça, c'était important qu'on le dise. C'était une inquiétude qu'on avait entendue lors de la concertation publique et qui a pu être traitée, non sans mal, parce que ça impacte énormément le
le projet par rapport aux emprises au sol, aux coefficients de terre et de végétalisation, mais c'est quelque chose qu'on a réussi à faire et c'est vraiment important pour le projet, pour les usagers futurs. Le plan masse, si vous voulez passer sur la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, le plan masse, en fait, c'est le plan du permis de construire qui a été déposé, non seulement le premier permis en juin 2020, mais également reposé en novembre de cette année, 20 également. C'est un plan masse qui est strictement conforme à ce qu'on avait décidé, enfin en tout cas échangé ensemble pendant la concertation publique. Et on a 3 familles de bâtiments qui vont se construire sur ce tènement. Une première famille de bâtiments le long de l'avenue de Verdun qui est masquée par une haie végétale qui est conservée, bien évidemment, qui est un espace classé sur le domaine public et sur le domaine qui nous concerne également en espace vert qui sera renforcé. Et là, on a des bâtiments qui vont faire 7 étages sur cette avenue de Verdun. Sur le chemin des sources, on retrouve 4 bâtiments qui sont en épanage 5 étages, R+3, R+5, qui longent le chemin des sources. Ça a été un retrait assez important par rapport au chemin des sources. L'idée, c'était d'avoir justement une contre-allée qui vienne protéger évidemment les immeubles du chemin des sources et qui protège également la haie paysagère qui est très importante le long du chemin des sources, qui serait également, renforcée, améliorée. Il y a beaucoup d'arbres qui sont anciens, qui sont abîmés. Il va falloir justement reprendre tout ça, et ça c'est quelque chose que l'on fera évidemment dans le cadre du projet. Et ça mettait également à distance les bâtiments que l'on va construire, des bâtiments voisins. Il y a plus d'une quarantaine de mètres entre les façades de chacun des bâtiments, donc ça c'est important de le noter. Et la 3e famille de bâtiments, c'est des bâtiments plus hauts. Comme on est au cœur du parc, on peut se permettre de monter un petit peu plus haut pour atteindre la densité imposée par le SCOT. Et là, on va monter entre R+6 et R+9. On a un bâtiment de R+6 et 3 bâtiments R+9, 9 étages, qui, eux, profiteront évidemment sur cette façade sud des vues complètement dégagées et qui permettront d'avoir des ambiances complètement différentes entre le R+3, 5, 7 ou 9 étages ou même 6 étages. On a vraiment des ambiances qui sont quand même assez variées sur ce parc. On a quand même, je rappelle, presque 5 hectares de terrain. Voilà, donc des usages un peu variés. La conciergerie, donc sur ce plan masse, est située à l'ouest, donc à gauche du plan masse. On a une entrée principale qui se fait par l'avenue du Vercors et qui va venir en contre-allée desservir sur la partie ouest et nord l'ensemble des bâtiments de Verdun. L'idée, c'est d'avoir le moins possible de sorties sur les axes structurants. Donc, on n'a pas de sortie voiture sur l'avenue de Verdun. Il y a une sortie sur l'avenue du Vercors à l'ouest et 4 sorties qui sont plus apaisées parce que ça concerne peu de logements sur le chemin des sources. Voilà, vous avez une petite placette qui va être à l'est de cette conciergerie bâtiment d'accueil qui se veut une petite place de village. En fait, c'est vraiment un lien de rencontre de l'ensemble des habitants du quartier et des habitants de PLM. On aura donc des arbres qui seront plantés avec une certaine maturité, un bassin, des bancs, voilà, une petite ambiance village en connexion avec le parc. C'est quelque chose que l'on voulait convivial et agréable pour l'ensemble des usagers. Concernant le parc, qui est important, il va y avoir un gros travail de création d'espaces verts, de plantation d'arbres. On va planter énormément d'arbres sur ce site, même s'il y en a beaucoup. C'était une demande de l'équipe municipale qu'on a suivie. Par rapport au premier permis, on a rajouté quand même pas mal d'essences d'arbres très variées. Il y en avait déjà pas mal, mais bon, on va à l'ensemble de ce qui était demandé par la mairie pour améliorer clairement ce parc, ce patrimoine végétal qui est vraiment important. Et ce parc viendra recevoir dans son cœur un espace pour enfants. Un espace de jeu qui est prévu et qui sera ouvert à tous. Le site donc PLM sera traversant, c'était prévu depuis le début, depuis 2013, c'était une des demandes qui avait été formulée par la mairie de la métro. On a un axe structurant, enfin c'est pas structurant, c'est une traversée est-ouest qui est prévue, qui part du chemin des sources, en connexion pratiquement avec le cheminement piéton cycle qui existe à travers les sources et qui rejoint la piscine des Bufflots. Donc on part de ce chemin des sources-là pour aller en direction du croisement Verdun-Vercors pour rejoindre notamment l'arrêt
du transport en commun structurant. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire après sur cette plantation. Au niveau des arbres plantés, bon, c'est des chiffres qui ne parlent pas beaucoup, mais on va planter environ 240 arbres majeurs sur le site. Il y a des arbustes également, il y a plus de 9000 arbustes qui vont être plantés. Donc c'est vrai qu'à l'échelle de ce projet, c'est disproportionné par rapport à des opérations d'aménagement classiques. Là, le paquet est mis vraiment sur ce patrimoine végétal pour en faire quelque chose de très qualitatif et atypique. On retrouve très très peu dans des opérations classiques. En termes de phasage, on a déjà les travaux de démolition, la plupart d'entre vous ont pu déjà le voir, la démolition a démarré en fin d'année 2020, elle se terminera vraisemblablement fin février, début mars. Les travaux d'aménagement, notamment VRD Réseau, ont commencé sur le 3e trimestre de cette année, dès l'obtention du permis. Et on a un phasage qui va se faire par tranche, évidemment, 500 logements, ça ne se construit pas tout seul, donc on va avoir un échelonnement sur 4 années, avec une grosse partie, les 2 premières années en 2022-2023, on a à peu près la moitié du site qui va être livré, pour se terminer en fait fin 2025, au niveau de la livraison globale des bâtiments et du parc. Ok. Eh ben, merci pour cette présentation. Donc, comme nous l'avons dit un peu en introduction, donc au mois d'octobre, nous avions donc formulé un certain nombre de demandes. Certaines ont déjà été prises en compte par l'équipe de promoteurs et d'aménageurs dans le 2e permis qu'ils ont déposé au mois de novembre. Et nous sommes en train de discuter avec eux pour voir comment on peut intégrer un certain nombre d'autres demandes dans les évolutions de ce projet. Alors, on va rapidement vous les présenter. Sur l'aspect architectural, donc le bâtiment accueille la conciergerie dont M. Claret vient de parler. Donc, on doit retravailler sur l'architecture. Nous avons identifié, et notamment nous sommes fait aider par un groupe d'architectes paysagistes soit au niveau départemental, soit du CAUE, donc, qui aident les communes, donc qui nous ont noté effectivement qu'il y avait la nécessité de mieux différencier les entrées entre les différents bâtiments, que toutes ces entrées ne soient pas toutes identiques, mais qu'un visiteur puisse facilement identifier où il doit aller dans ce nouveau quartier. Un point important, c'est travailler sur l'intégration de la biodiversité, notamment sur les bâtiments. Et Grenoble Habitat a déjà travaillé sur le programme Les Sources avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Eh bien, on souhaite qu'effectivement, sur ce projet, on passe pareil, une convention avec la LPO pour voir comment on peut intégrer la biodiversité dans l'architecture des bâtiments et dans le parc. Dernier point sur les formes, sur l'aspect architectural. Un sujet qui ne fait pas consensus entre les différents habitants, les différents architectes, c'est la forme des balcons notamment sur les immeubles qui auront la plus grande hauteur, avec des balcons filants en béton. On aurait aimé un peu plus de retravailler cette forme des balcons. C'est un sujet qui est encore en discussion. On va passer à la 2e série de demandes, donc demande sociale. Nous souhaitons aller au-delà de ce qu'exige le PLUI, car vous savez, tous ceux qui nous écoutent savent ou ne savent pas encore, mais nous sommes en carence par rapport à la loi SRU, nous sommes en retard en matière de logement social. Et nous avons demandé à l'équipe de promoteurs aménageurs de voir dans quelle mesure on pourrait aller au-delà de ces 35% de logement social, notamment en travaillant sur des logements en accession sociale à la propriété. Donc c'est un sujet qui est en cours de discussion avec les promoteurs et avec la métropole. Je vais laisser la suite les 2 derniers points, Christelle Refour, adjointe en charge de tout ce qui est solidarité, qui va nous détailler ces 2 derniers points.
Oui, bonsoir à tous. Donc, point numéro 2, intégrer de l'habitat inclusif pour seniors et personnes handicapées, personnes avec handicap mental léger. Alors, qu'est-ce que l'habitat inclusif? C'est un dispositif qui est maintenant assez étendu sur le territoire national. C'est aussi ce qu'on appelle de l'habitat API. API pour accompagner, partager, insérer, c'est-à-dire être chez soi mais sans être seul. Donc, c'est un dispositif sur ce site PLM qui se composera d'une trentaine de logements. Ce dispositif s'adressera à des publics isolés, seniors ou personnes en situation de handicap mental, des personnes désireuses de vivre ensemble tout en ayant un logement personnel. Donc, ces habitants mettront en commun plusieurs moments de la vie quotidienne, participeront à la décision de tout ce qui est en commun, et ce grâce à un comité de résidents, une charte de solidarité et une gestion participative des lieux communs, avec l'aide d'un ou deux animateurs issus du CCAS de Mélan et d'une association spécialisée dans le handicap qui portera aussi l'animation de ce lieu de vie commun. C'est un travail qui se fera en collaboration avec aussi la collectivité, le bailleur social, l'ARS et puis tous les acteurs du quartier. Faire du parc un lieu de vie avec aire de jeu et jardin partagé, même si tous les habitants évidemment participeront activement à faire vivre ce nouveau quartier. Le dispositif inclusif aura aussi sa place grâce à un jardin partagé. On réfléchit à l'emplacement, peut-être sur un toit, et puis des aires de jeu et d'activités physiques pour tous les publics. Voilà. Merci bien, Madame Refour. Marie-Odile Novelli, je vais vous laisser la parole pour les demandes en matière environnementale. Marie-Odile. Ah oui, tout à fait. C'est parfait si on peut changer de slide. Ça va arriver. Est-ce qu'on peut passer au slide suivant? Merci. Voilà. Alors, ce qui est clair, c'est que c'est une opération privée d'envergure imposante et il est important qu'elle soit de belle qualité, qu'elle contribue à l'identité de ville-parc pour tous. Qu'elle s'insère bien dans le paysage mélanais, ça a été déjà évoqué. Les immeubles de haute taille, comme à Grand-Pré, appellent une présence végétale à leur hauteur, comme à Grand-Pré. Il y a donc eu, ça a été également dit, et il y a encore des échanges avec les promoteurs et les aménageurs du projet sur de nombreux points. Avoir suffisamment d'arbres de haute tige, je viens de l'évoquer, je n'y reviens pas, mais aussi une végétation variée, incluant si possible des petits ruisseaux et capable de s'adapter au réchauffement climatique. Il est important que le parc, constitué d'espaces de nature à la fois privés et publics et des ambiances végétales et paysagères différentes, avec des espaces naturels propices à la biodiversité, d'autres plus sophistiqués et des lieux où se reposer en été, jouer, observer la nature, etc. Et que soit mise en place une bonne gestion différenciée de ces espaces dans la durée. Il faut encore que les habitants et les occupants de la zone économique, les Mélanais d'une façon plus générale, puissent cheminer dans le parc, regagner les bus, l'école, les commerces et les quartiers voisins à pied. Bref, l'enjeu est d'avoir un parc qui soit non pas seulement un tableau à regarder, mais un lieu pour vivre, se promener, échanger avec des voisins, jouer avec des enfants, jardiner, etc. Alors, les échanges que nous avons sont encourageants. Ainsi, il n'était pas prévu de jeu, ni de possibilité de faire un jardin. Il n'était pas prévu de cheminement à pied nord-sud à l'intérieur de la propriété, permettant de déboucher sur l'avenue du Vercors, malgré la superficie du projet. Aujourd'hui, je le disais, les échanges que nous avons sont positifs. Positifs en ce qui concerne la présence complémentaire d'arbres, de jeux, d'espaces de jardin partagés. Sur le toit, ça a été dit probablement, et ce point concerne Grenoble Habitat. Positif en ce qui concerne l'enjeu d'entretien différencié dans la durée et de tous ces espaces, y compris les balcons végétalisés, et cela à condition que cet objectif soit bien inclus dans les règlements de copropriété. Positif enfin en ce qui concerne le cheminement nord-sud à l'intérieur du parc. Donc pour nous, c'est clairement à ce stade un projet qui s'est enrichi. Il reste à formaliser ces engagements.
Eh bien, merci Madame Novelli. Je vois qu'il est 20h00. Nous sommes pile poil à l'heure par rapport au timing que nous avions fixé. Donc, je vois qu'il y a une première question qui est posée sur le chat. Précisez ce que c'est qu'un balcon filant et laisse-t-il passer la lumière? Donc, je demande à l'équipe, Monsieur Claret, Monsieur Samuel, Monsieur Renfeld, de répondre. Alors, un balcon filant, c'est tout simplement un balcon qui va filer sur la façade, c'est-à-dire qu'il prend une grande partie de la façade qui est assez large. Et pour la question de la lumière, tout va dépendre de la matérialité du balcon. En l'occurrence, on a plutôt des allèges qui sont maçonnés, donc qui font un peu moins rentrer la lumière qu'une allège vitrée, par exemple. Néanmoins, pour la question de la lumière, on a des baies vitrées qui sont très généreuses et des expositions très favorables, qui permettent d'une part de gérer la luminosité et deuxièmement les balcons permettent aussi de gérer tout ce qui est confort d'été avec les effets de brise-soleil. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'il y a des questions au téléphone. Monsieur Couret. On a eu 3 questions de Madame Radona Calais de la PIA, donc par rapport au commerce, à la création de rues et au bilan économique pour la commune. Et par rapport au commerce, est-ce que des commerces seront présents sur le site? Je laisse Monsieur Samuel répondre, Monsieur Claret. Vous voulez Oui, on nous avait évoqué cette question évidemment du commerce sur le site. C'est vrai que le site de PLM est à proximité immédiate à la fois du centre commercial et du clos. On est juste de l'autre côté de la rue, et également du petit centre commercial qui est au nord sur la rue Guéret. Donc ces deux poches de commerce sont complémentaires et on n'a pas imaginé d'en rajouter encore une fois de plus au milieu pour justement après rendre plus difficile justement l'économie de ces commerces de proximité. Voilà. Alors, je crois qu'il y avait 2 autres points dans la question. Yes. Oui. Alors, en ce qui concerne la création de rues. Oui, donc il y aura une rue, j'allais dire, une voirie interne qui va contourner, qui va être à l'intérieur du site, qui va partir depuis l'avenue du Vercors, qui va contourner l'avenue de Verdun et longer sous forme d'une contre-allée le chemin des sources pour irriguer, pour que les futurs habitants puissent rentrer dans les parkings qui sont prévus dans le projet. D'accord. Et dernière question. Antoine, je me permets, c'est des voies privées, c'est bien. Ce seront des voies privées, oui, tout à fait. Du coup, dernière question, quel bilan économique pour la commune? C'est difficile comme question. C'est un programme totalement privé. Voilà. Il y a le bilan économique, fiscal. Il y a de la fiscalité associée à tous les appartements, comme pour tous les autres appartements de la commune. Voilà. Il y a des... Non, mais je ne sais pas... je ne comprends pas vraiment cette question. En fait, la commune, à ce jour, va participer peut-être dans le cadre de l'action sociale, si effectivement des salles collectives sont nécessaires pour le fonctionnement de l'habitat inclusif sur lequel a parlé Christelle Refour. Ça va peut-être nécessiter, on ne sait pas encore comment ça va être financé, mais la commune pourrait participer au financement à travers le CCAS qui fera sa fonction d'action sociale. Donc je comprends, je ne sais pas si je réponds bien à la question, parce que je ne la comprends pas très bien. Voilà, ça fera de nouveaux habitants avec d'une part des nouvelles recettes, taxes d'habitation, taxes foncières, etc. et des nouvelles dépenses sûrement parce qu'il y aura plus d'élèves, plus de services apportés par la commune. Voilà peut-être en synthèse qu'on peut dire, mais effectivement c'est une question qui n'a pas de réponse très précise à apporter. Alors je vois sur le chat un certain nombre de questions. Monsieur Clary pose la question, on regrette le manque d'audace sur l'architecture, on aurait pu envisager des immeubles beaucoup plus végétalisés.
je pense que ça fait partie des questions depuis le mois de juillet où on a fait, nous élus, pris connaissance du projet. On en a fait part à l'équipe promoteur aménageur. Je pense que M. Claret, vous pouvez répondre parce que c'est vraiment un choix de votre part, ce type d'architecture. Oui, alors c'est un parti pris d'architecture, certes. Après, les bâtiments ne sont pas bruts de béton. Il y a énormément de jardinières qui sont mises en œuvre sur l'ensemble pratiquement la totalité des appartements disposent d'une jardinière sur leur balcon, qui sont très très généreux. Et ces jardinières, comme on le disait, seront livrées, plantées dès la livraison des logements. Donc, ce n'est pas une vue de l'esprit, on aura vraiment des immeubles avec une végétation adaptée en fonction des orientations, évidemment, avec une demande très forte qui sera écrite dans le cahier des charges et dans le règlement de copropriété d'entretien de ces jardinières. Il ne s'agit pas que ce soit joli les 5 premières années et qu'après ça parte à volo. La volonté réellement des opérateurs, c'est d'avoir justement quelque chose de pérenne. Alors c'est vrai qu'on n'a pas des façades végétales qui sont très très dures à mettre en œuvre et c'est beau en dessin, mais en termes de pratique, ça ne fonctionne pas. Par contre, on a vraiment mis l'accent sur le végétal, mais sur des vraies jardinières plantées avec la terre végétale sur une profondeur importante et qui viendra au fil des années vraiment habiter la façade et apporter de la fraîcheur également sur ces façades qui en auront bien besoin encore dans les années à venir. Ok. Merci bien. Merci bien pour votre réponse. Voilà, donc ensuite il y avait une question toujours sur le chat et après ça je crois qu'il y a encore des réponses, des questions au téléphone, mais sur le chat, combien de places de parking en sous-sol? Est-ce que vous pouvez revenir sur cette question qui fait peur à beaucoup de monde? On a à peu près, c'est pas à peu près, on a aujourd'hui 395 places en sous-sol pour ces 500 logements et 215 places extérieures. Et sur les 215 places extérieures, on en a de mémoire une quarantaine qui seront dédiées à des logements sur des poches de parking qui seront plus individualisées. Voilà. Donc c'est à peu près, voilà, pour faire simple, dans les grandes masses, c'est 400 stationnements en sous-sol et 200 en extérieur. Très bien. Je prends une dernière question du chat. Après ça, il y a des questions au téléphone. Est-il prévu de revoir le sens de circulation du chemin des sources et de rajouter des places de parking? Donc, voilà. Donc, sur les places de parking, ça a été évoqué. Je pense que il y aura toujours des demandes de plus de places de parking. Je pense que ce projet est quand même bien dimensionné. Et on est parmi les questions qu'on doit voir, c'est comment on peut intégrer de l'autopartage sur ce genre de projet qui peut avoir toute sa place et qui permet de réduire un peu la contrainte de besoin de places de stationnement. Côté sens de circulation du chemin des sources, ça fait partie des sujets qu'on va retravailler avec la métropole pour aménager ce chemin qui soit apaisé, comme on est en train de travailler pour l'apaisement de l'ensemble de la commune de Mélan, mais il y aura un souci particulier que nous traiterons dans les prochains mois. Ilyes, je crois qu'il y a des questions au téléphone. Je voulais juste ajouter, Antoine, que il est pas, enfin, on peut pas demander à un projet privé à PLM de porter des questions de places de parking qui n'ont pas été intégrées dans des opérations précédentes ailleurs. Voilà, c'est la règle du jeu. On peut, voilà. Donc, je trouve déjà effectivement que le nombre de places de parking dans PLM est très élevé et devrait satisfaire pleinement, me semble-t-il, les habitants qui vont habiter dans ce tenement. Merci pour cette précision, monsieur le maire. Eliès. Oui, donc énorme succès au téléphone, donc plusieurs questions. Donc la première, quelle hauteur immeuble le long de l'avenue de Verdun? Oui, allô? Oui, 25 mètres de mémoire.
D'accord. En fait, pour répondre à la question, pour avoir un ordre de grandeur, parce que 25 mètres, c'est pas tellement parlant, les gabarits des immeubles le long de l'avenue de Verdun seront en dessous des peupliers qui longent l'avenue de Verdun. Ils ne dépassent pas ces peupliers. Voilà, ça donne un petit peu une idée un peu plus précise de ce que ce sera. Ils seront en dessous de la hauteur des peupliers. D'accord. Qu'est-ce qu'il y aura sur le reste de la passerelle au sud? On t'a mal entendu, Ilyes. Qu'est-ce qu'il y aura au sud de la passerelle? La parcelle, pardon. Oui. C'est une zone économique. Hein. Aujourd'hui, elle est classée au PLUI en zone économique. Il y a un bâtiment qui est un des bâtiments de Schneider qui reste en bureau. C'est un bâtiment qui va faire l'objet d'une réhabilitation pour du tertiaire. Ça fait partie d'un projet qui commence à être travaillé et qui sera travaillé également avec les services de la mairie de Mélan. Oui, je me permets là de nouveau d'intervenir. Et pour nous, ça n'a pas été indiqué, mais pour nous, c'est important effectivement que la contre-allée du projet actuel pour l'habitat puisse bien être prolongée d'une manière ou d'une autre, en tout cas, sur la partie économique pour rejoindre le centre commercial des Buclos et l'avenue des Vercors. Donc ça, c'est en discussion aussi, et nous y serons, en tout cas, nous serons très attachés à ce point. C'est important de pouvoir rejoindre le centre commercial des Buclos. C'était aussi une question qui était dans le chat, Antoine, donc ça fait d'une pierre deux coups. Oui, parce que du coup, j'avais la question, quel impact sur les écoles où les enfants vont être scolarisés? Donc là, la réponse, nous sommes en train de faire une analyse, une étude pour voir et simuler l'impact en nombre d'enfants qui seront scolarisés à travers ce projet. Nous privilégierons l'école de proximité qui est l'école Grand Pré. Par contre, on ne s'empêche pas que, notamment pour les habitants qui habiteront plutôt sur le long de l'avenue du Verdun, éventuellement qu'ils aillent à l'école Mi-Plaine, avec comme condition indispensable de requalifier l'avenue de Verdun pour en faire un véritable boulevard urbain et ne pas la laisser, comme c'est aujourd'hui, une autoroute urbaine où les voitures roulent trop vite. Donc voilà, nous, c'est un sujet sur lequel nous travaillons pour la prise en compte de l'ensemble de ces enfants. Autre question, Ilyes? Qui a décidé du nombre de logements parmi 500 et pas 400, par exemple? Pourquoi 500 et pas 400, par exemple? Eh bien, je peux répondre. Il y a des règles, j'allais dire, le SCOT impose une certaine densité, une densité minimum. Le choix a été fait par l'équipe de promoteurs de construire sur 4,8 hectares. Et donc, il y a toujours une équation financière qui fait qu'il faut, sur un projet, une densité minimum. Donc là, l'équipe a pris la densité minimum qui était celle du SCOT de 0,7. Et donc, ce qui aboutit à un chiffre d'environ 500 logements. Est-ce que le projet sera clôturé? Monsieur Claret, Monsieur Samuel. Oui, alors le projet il est clôturé. En revanche, il y a bien, et ça c'était un point important de la concertation et des négociations avec les riverains et avec les élus, une traversée du parc ouverte qui permet de relier l'est à l'ouest du territoire. Donc, ce que l'on peut préciser, c'est que nous avions effectivement, nous en tant que nouveaux élus, exprimé la demande que ce site ne soit pas clôturé comme le sont un certain nombre de copropriétés sur les Buclos Grand Pré. Bon, voilà, c'est un projet privé qui a fait un choix de clôturer et de prévoir des traversées. Bon, nous en prenons acte, il est conforme au PLUI. Nous avions exprimé cette demande. Bon, elle n'a pas été satisfaite. Par contre, effectivement, nous serons extrêmement vigilants et nous travaillons actuellement avec l'équipe de promoteurs pour qu'effectivement les traversées piétons qui seront à l'intérieur de ce projet fassent l'objet d'une convention, d'une servitude de passage pour garantir que dans le temps, eh bien, cette traversée piéton sera effectivement maintenue et ouverte pour les Mélanais.
Oui, c'est un élément très important, hein, effectivement. C'était une de nos demandes, elle n'a pas été satisfaite, nous en prenons acte, hein. On ne peut pas avoir tout satisfait dans une négociation. En revanche, nous voulons écrire une convention, une servitude de passage qui nous permettra à tous et à tous les Mélanais de pouvoir au moins passer à travers cette copropriété et de pouvoir bénéficier de l'aire de jeu que nous avons demandé et qui a été accepté par l'aménageur et les promoteurs, l'aire de jeu qui se situe au milieu de ce parc. Ilyes, je te laisse une dernière question, après ça on prendra des questions du chat. Donc, projet d'habitat inclusif associant seniors et personnes handicapées a déjà été fait ailleurs? Christelle? Madame Christelle, Rothfuhr. tu n'as pas Oui. mis ton micro? Ça y est, tu m'entends? Oui. Ah, voilà, excusez-moi. Donc, alors, pas sur Mélan. Mais par contre, c'est un dispositif qui s'étend vraiment. On est en train de travailler sur d'autres modèles et d'autres structures qui ont été montées en région Rhône-Alpes, mais ça a été surtout développé dans le nord de la France avec pas mal de succès parce que ça répond bien aujourd'hui à une demande notamment des personnes seniors qui souhaitent gérer elles-mêmes une période de leur vie où elles peuvent perdre un peu en autonomie, mais pour autant rester pleinement intégrées dans une vie de quartier, mais avec un accompagnement et puis des interlocuteurs près de chez elles, notamment les interlocuteurs du CCAS qui aident beaucoup à l'aménagement des aides à domicile et dans l'animation aussi. Donc, mais à Mélan, ce sera une première. Merci Madame Rothfuhr. Une question du chat. Le projet de chauffage urbain est-il compatible en termes de timing? Donc, c'est un sujet, l'équipe de promoteurs aménageurs est en discussion avec la métro et nous suivons attentivement, nous en tant qu'élus mélanais, ce projet. Est-ce que vous pouvez nous confirmer les informations que vous avez données la semaine dernière sur la cohérence des plannings? Oui, on a encore eu justement une réunion de travail la semaine dernière avec la métro et son assistant pour bien s'assurer que nos plannings étaient concordants. Effectivement, en rebalayant le planning métro notamment, parce qu'il se cale doucement et il a encore besoin de temps de délibération, mais on voit qu'on a priori pas de souci pour arriver dans les temps à livrer et mettre en service les bâtiments. La seule difficulté qu'il faut comprendre, c'est de bien passer les tuyaux en même temps que notre temps d'aménagement voirie qui se fait sur fin 2021 pour que derrière, il n'y ait effectivement plus qu'à connecter ce réseau-là à une extension qui viendra depuis Athanor. Et à ce moment-là, on aura résolu toutes les questions. Ok, merci pour la réponse. J'ai une question, on change de sujet, on parle de jardin partagé sur toit, qu'a évoqué Madame Rothfuhr. Une interrogation d'un auditeur qui nous parle du risque de grande consommation d'eau pour l'arrosage par manque d'ombrage. Est-ce que c'est prévu? Est-ce que c'est un risque? Comment vous l'analysez? Surtout, il n'y a pas tellement de différence entre être sur toit ou être en pleine terre. Il va pleuvoir autant sur le toit qu'en bas. Donc nous, aujourd'hui, on a plusieurs sites en cours qui ont fait l'objet d'aménagements qui ne présentent pas de difficultés particulières, d'accroissement particulier sur cette question-là. Ok, dernière question, dernière question du chat avant de repasser aux questions par téléphone. Justement pour les promoteurs, donc vous savez que au niveau de la métropole, on a voté, et la commune également, l'encadrement des loyers. L'encadrement des loyers ne va-t-il pas ralentir la capacité des investisseurs? Qu'en pensez-vous?
Monsieur Salmet. Oui, non, pas de remarque particulière. C'est un site qui est premium, donc on aura forcément une partie d'investisseurs sur ce site. Néanmoins, on vise une clientèle assez large, et notamment des résidences principales, que ce soit pour les familles mélanaises ou les seniors qui souhaitent aussi quitter leur maison pour venir dans un habitat plus adapté. On aura une partie d'investisseurs, mais compte tenu de la qualité du site, l'encadrement des loyers, je ne pense pas qu'il y ait de difficulté pour la commercialisation. Ok, merci. Ilyes, au niveau du standard téléphonique, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions. Oui. Comment le réchauffement climatique a-t-il été pris en compte dans le projet? Alors, le changement climatique, il est déjà pris en compte dans la réglementation du PLU intercommunal, avec un certain nombre d'éléments qui vont au-delà de la réglementation en termes de performance énergétique, avec l'obligation de mettre en œuvre des moyens de production d'énergie renouvelable en complément de notre projet de nous raccorder au réseau de chauffage urbain. Et on a quelque chose de l'ordre de 1600-1700 mètres carrés d'installations photovoltaïques qui seront installées sur les bâtiments. Et après, en fait, en déclinant aussi les obligations du PLU intercommunal, on a énormément de terrasses qui seront végétalisées, donc qui vont contribuer aussi à la performance en termes de confort d'été des bâtiments, puisque c'est aujourd'hui le principal impact sur le ressenti au quotidien, c'est nos températures dans les logements en été. Et donc, le fait de végétaliser nos toitures, d'amener une couche de plus de 50 cm de terre végétale, ça va contribuer à l'inertie du bâtiment et permettre d'améliorer beaucoup ce confort. Tout comme le fait d'isoler par l'extérieur les bâtiments. Voilà. Et puis après, il y a eu tout un travail qui a été fait aussi au niveau des végétaux pour intégrer ces évolutions liées au réchauffement qu'on constate année après année. Et donc, cette réflexion-là, elle a bien été aussi intégrée au niveau des choix des essences qui seront plantées, de manière à s'assurer de la pérennité du projet. Ok, je peux. En tant qu'élu, on avait effectivement demandé par rapport au premier permis de construire où il y avait un certain nombre de façades nord où il n'y avait pas de balcon. Donc une demande de rajouter des balcons en façade nord parce qu'on pense qu'effectivement en plein été, il sera peut-être plus agréable de passer sa soirée sur un balcon en façade nord qu'en façade sud. Et donc cette demande a été partiellement prise en compte dans le deuxième permis de construire qui a été déposé au mois de novembre. Voilà. Et puis on est extrêmement vigilant au niveau du parc pour qu'effectivement les espèces d'arbres qui seront plantés soient bien adaptées par rapport au réchauffement climatique. Voilà, donc encore une question, Ilyes? J'en ai encore plusieurs. Hein. Est-ce que les logements sociaux qui seront acquis resteront bien dans le parc de logement social? Eh bien, Monsieur Reinfeldt? Alors là, oui, on peut rassurer tout le monde. Là, nous, les logements sociaux qui sont construits, les 182 logements, ils sont construits et financés et ils sont conventionnés sur une durée qui est de 50 ans avec l'État. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on est au moins certain que pour cette durée-là, ils garderont la vocation de logements locatifs sociaux. J'interprète peut-être la question parce qu'il y a donc des résidences à proximité où il y a eu des logements qui étaient en accession sociale à la propriété par le biais de ce qu'on appelle le PSLA, où il y avait un conventionnement d'environ, je crois, 15 ou 20 ans. Et il y a effectivement certains logements qui étaient considérés comme logements, j'allais dire, intégrés comme, dans la loi SRU comme logements sociaux, donc des logements qui étaient en accession sociale à la propriété, donc des acheteurs, et qui, au bout de 15 ans, qui étaient en location, mais avec des conditions particulières, ils peuvent sortir du parc au bout de 15 ans. Là, ce n'est plus le cas.
Donc, on a bien veillé à ce que ce PSLA, il n'y en ait pas dans ce genre de projet. C'est ça. Puisque, effectivement, c'était un risque de voir ces logements sociaux sortir du parc. Là, on n'a plus ce type de logement dans les nouvelles opérations. C'est ça, exactement. C'est un élément important. Le logement locatif social est contrôlé par le bailleur social, donc il ne peut pas sortir du parc. Et ensuite, s'il y a de l'accession sociale à la propriété, la nouvelle loi qui le permet contrôle effectivement qu'il ne puisse pas y avoir de plus-value à la revente de l'appartement qui serait acquis en accession sociale. Donc c'est encadré par la loi et c'est ce que nous voulons mettre en place pour les classes moyennes sur la ville de Mélan, dans cette opération comme dans d'autres. Excusez le début de ma réponse qui a été un peu confuse. Ilyes. Alors, comment vous êtes-vous assuré que les canalisations des eaux usées étaient bien dimensionnées, habitante de la résidence Le Rachet juste en face, qui subit déjà parfois des inondations? Les eaux usées ou les eaux pluviales? La question peut-être. Usées. Sur les eaux usées aujourd'hui, on a une étude qui fait ces calculs et je dirais qu'aujourd'hui, on a une bonne pratique qui nous évite d'avoir des surprises. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la résidence à laquelle fait référence la personne qui pose la question. Après, le travail, par contre, du projet qui a été mené, c'est le travail sur les eaux pluviales, avec le fait de ne plus les collecter, ou en collecter vraiment qu'un débit très minimal. Ça a eu dans l'opération. Et ce travail, il a donné lieu à un schéma hydraulique qui a été validé dans un dossier loi sur l'eau et qui nous amène à traiter en tension de filtration des eaux pluviales sur le site et donc qui évite le rejet au réseau, en tout cas dans une version très limitée. OK. Une question, je reprends des questions au niveau du chat. Donc, une inquiétude, quid des LCR? Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura donc, dans la conciergerie une salle commune qui est un genre de LCR. Et nous avons commencé à échanger avec effectivement l'équipe de promoteurs en disant que nous, à Mélan, nous avions des unions de quartier qui savaient gérer les LCR, qui savaient faire des offres, j'allais dire, de prestations auprès des habitants et qu'il faudrait retravailler entre les promoteurs, l'union de quartier pour voir comment cette salle pourrait être gérée pour faciliter l'intégration des nouveaux habitants dans le quartier. Donc, c'est un sujet qui est d'actualité, qu'on va travailler dans les prochains mois. Oui, Antoine, je me permets, puisque je suis le chat, moi, nous avons le président de l'union de quartier qui nous écoute, l'union de quartier Buclos-Grand-Pré, Edgar Clary, qui en tout cas participe sur le chat, je pense qu'il nous écoute aussi. Du coup, comme nous en avions parlé, nous avons proposé à l'équipe projet, effectivement, de rentrer en contact avec l'union de quartier Buclos-Grand-Pré pour voir dans quelle mesure des activités pourraient être mises en place dans cette conciergerie. Et voilà, je pense que les choses se feront après que le projet soit finalement accepté. Mais c'est un élément qui fait partie de la discussion et qui est important pour nous. L'intégration des nouveaux habitants se fait aussi par le fait que l'union de quartier puisse travailler avec ses habitants et proposer ses activités. Bien, j'avais une question donc, justement d'Edgar Clary. Prévoyez-vous d'exposer une maquette de ce site vu l'intérêt des Mélanais, et cette soirée le confirme à travers le nombre de questions. Nous avons déjà demandé effectivement à l'équipe de projet de nous comment ils allaient pouvoir présenter, avoir des supports de présentation, etc. Nous sommes actuellement encore dans une phase où un permis de construire est en cours d'instruction, et c'est une phase sur laquelle il n'est pas possible de communiquer. Ces documents restent privés. Par contre, dès que le permis de construire, si le permis de construire est signé, dès qu'il sera signé,
eh bien à ce moment-là, nous verrons comment effectivement l'équipe de projet peut effectivement diffuser de l'information et comment nous, mairie de Mélan, nous relayerons cette information auprès des habitants. Je crois qu'il y a une forte attente, c'est effectivement PLM, c'est pour nous un nouveau quartier dans Mélan. Alors, il est 20h29, Antoine. Il aurait fallu. Oui. Mais on peut encore répondre à une ou deux questions. C'est important, me semble-t-il. Une question importante. Le quartier des Buclos et des Sources ont déjà un taux important de logements sociaux. Pourquoi concentrer encore plus sur cette zone? Philippe, peut-être laisser répondre? Oui, en fait, bien sûr. Ce qui se passe, c'est que en fait, il n'y a pas de concentration prévue sur cette zone particulière. Ce PLM aurait été construit ailleurs, il aurait eu le même nombre de logements sociaux puisque la règle du PLUI s'applique partout. Voilà, nous essayons de favoriser, comme je l'ai déjà dit, l'accession sociale à la propriété. Ce qui est important, c'est que la commune est en carence vis-à-vis du logement social et donc tous les logements qu'on appelle SRU, du nom de la loi de 2001 ou 2002, je ne me rappelle plus, Solidarité et Renouvellement Urbain, ce que veut dire SRU. Il y a un certain nombre de logements qui rentrent dans cette catégorie. Toute ville de plus de 3500 habitants doit avoir 25% de ces logements qui doivent être SRU. À Mélan, nous en sommes à 16%. Donc voilà, et même dans les autres villes, quand il y a des opérations, le taux de logements sociaux est de 25% dès que l'opération est au-delà de 3 appartements. Donc à Mélan, à cause du retard, il est porté à 35%. Voilà. C'est sur le programme de logements sociaux que nous développons aussi les programmes d'action sociale dont a parlé Christelle Refour. Voilà, on essaie de trouver des formes différentes. Donc peut-être pour terminer, d'abord, effectivement, cette question, j'allais dire, elle ouvre la porte sur sans doute une prochaine heure citoyenne où nous parlerons plus largement de quelle stratégie foncière nous avons sur la commune pour les prochaines années ou décennies. Donc je pense que ça fera l'objet dans les prochains mois d'une heure citoyenne sur ce sujet global, qui est très important effectivement et qui est très sensible à Mélan. Voilà, et je voulais terminer cette heure citoyenne en remerciant toute l'équipe de projet qui a accepté de répondre aux nombreuses questions. Il y en a d'autres, on va essayer de les noter avant qu'on ferme le chat et le téléphone, et on verra comment on peut y répondre aux différentes personnes. Voilà, oui, je remercie tout le monde. Oui, merci beaucoup. Je voulais aussi dire qu'effectivement, les négociations qui sont en cours et le travail partenarial que nous avons avec toute l'équipe projet est efficace, il fonctionne bien. Certaines de ces avancées ne pourront pas être intégrées au permis de construire, mais nous faisons pleinement confiance à l'équipe projet. Je leur ai dit et je le dis publiquement devant tous les habitants, leur parole nous suffit. S'ils nous disent que la porosité sera assurée, eh bien, nous aurons un permis modificatif, mais nous n'allons pas arrêter le projet. Leur parole nous suffit. Mais c'est important dans un partenariat de se faire confiance et d'aller jusqu'au bout de cette confiance. Nous sommes prêts à le faire et c'est important pour notre ville, pour l'intérêt général de Mélan. Voilà, merci à tous. Et la prochaine heure citoyenne sera lors du prochain conseil municipal qui se tiendra, je vais vous dire, le 22 mars. Je ne crois pas que je sache déjà le thème, ou si je le sais, je l'ai oublié. Vous pouvez rester en ligne. Le conseil municipal suit avec la présentation du budget communal qui va être voté dans la foulée.